programme individualisé. Merci Pascal. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette réunion qui était jusqu'à présent de bon niveau. Pour voir avec vous une question angoissante de savoir qu'est-ce qu'un programme personnalisé. J'imagine que vous avez quand même probablement tous une idée sur la question. Donc la réadaptation, vous le savez tous, est un mode de prise en charge pluriprofessionnel, global, qui s'adresse à des patients cardiovasculaires a priori en état stable et puis déjà recevant les traitements validés pour leur pathologie, et avec l'ambition d'interférer de façon favorable avec leurs conditions physiques, mentales et sociales, donc un programme assez vaste pour impacter favorablement le retour à une vie normale ou préserver une place qu'ils auraient pu craindre perdre à cause de la pathologie. Les outils sont simples pour ce projet vaste, basé principalement sur l'entraînement physique, ce qui faisait au départ un peu, qui rendait certains d'entre des cardiologues réticents à pratiquer la réadaptation chez le cardiaque il y a quelques décennies maintenant. Donc l'entraînement physique avec ses deux composantes, bien sûr l'endurance classique, mais depuis largement plus de 10 ans, le renforcement musculaire dont on vient de parler, avec des bénéfices qui vous ont été présentés. L'autre pilier, c'est l'éducation thérapeutique qui s'est beaucoup développée au cours des 20 dernières années, pas seulement en réadaptation, mais qui en fait largement partie et qui vise différents domaines, mais en particulier éduquer les patients à l'autosurveillance de différents paramètres, de leurs symptômes, également travailler sur la diététique, leur apprendre à gérer leur activité physique et à bâtir des programmes d'entraînement et de maintien de l'activité, et puis également comment contrôler les facteurs de risque. De façon un peu moins spectaculaire, il y a d'autres leviers qui sont l'optimisation des traitements, puisqu'en cardiologie, on dispose de recettes thérapeutiques validées que l'on doit s'efforcer de mettre en pratique dans tous les cas où c'est possible. Et puis le soutien psychologique, le soutien social, le cas échéant. Ce n'est pas non plus un scoop de vous dire que ça marche. Depuis plus de 60 ans qu'on fait de la réadaptation, on a d'emblée remarqué que ça permettait aux patients d'avoir une amélioration de leur tolérance à l'exercice et de leur capacité physique au quotidien. Et puis, les années venant, les études venant également, on a pu démontrer que ça avait un impact favorable sur le contrôle des facteurs de risque. À chaque fois, dans toutes les pathologies, ça améliorait de façon durable la qualité de vie. Et puis, pour les plus gros contingents de patients, les coronariens et les insuffisants cardiaques, on a démontré aussi qu'on avait un impact favorable sur la morbidité. Ça reste vrai. La mortalité est plus difficile à mettre en évidence actuellement, compte tenu de l'amélioration globale du pronostic de nos patients. Donc, fort de ces résultats très encourageants, très favorables, la réadaptation cardiovasculaire est proposée dans tous les champs pratiquement de la pathologie cardiovasculaire avec des niveaux de recommandation élevés. Ça fait donc a priori une population très large qui peut être prise en charge par ce type de traitement. Alors, c'est une prise en charge globale. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire tout à tout le monde ? Est-ce que, par exemple, tout le monde va devoir faire du vélo, qu'il aime ça ou pas, quelle que soit sa pathologie, ou bien encore du tapis roulant pour ceux qui n'aiment pas pédaler, ou bien encore de la musculation de façon un peu forcenée, ou bien encore des gymnastiques un peu agressives qui vont peut-être heurter les habitudes de nos patients sédentaires. Est-ce que tout le monde va être mis au même régime, quelle que soit la pathologie qui les a conduits en réadaptation cardiovasculaire ? Et enfin, est-ce que ceux qui ne sont pas concernés par les facteurs de risque vont devoir subir, entre guillemets, toutes les recommandations qui existent à ce sujet? Donc, poser la question, vous imaginez bien, c'est déjà y répondre. Et puis, ça se complexifie un petit peu au sein de chacune des pathologies que nous prenons en charge. Est-ce qu'on va entraîner de la même manière tous les patients insuffisants cardiaques, tous les patients coronariens, et ainsi de suite? Un modèle unique qui marche pour tout le monde, eh bien, ça n'existe pas dans beaucoup de domaines, en particulier pas dans celui-ci. Et donc, il va falloir que l'on personnalise le programme. Et c'est là que la question doit être bien pesée. Si les programmes doivent être personnalisés, la méthode pour y arriver, je crois, est assez standard, est assez rigoureuse, elle est assez médicale aussi, basée sur 2 étapes. D'abord, un diagnostic médical, bien connaître le patient, le cardiaque, entre guillemets, et sa cardiopathie, avec, j'ai marqué ça en bleu sur le texte là, des étapes principales, donc bien identifier les symptômes. Ensuite, avoir une idée de la fonction cardiaque, puisque ça va là déjà un peu influencer les choix de réentraînement qu'on va proposer au patient et les limites éventuellement qu'on va lui fixer. Et puis avoir évidemment une évaluation fonctionnelle par un test d'effort, dans la grande majorité des cas, un test cardio-respiratoire limité par les symptômes, poussé au maximum pour être interprétable. Et le cas échéant, une évaluation rythmique. À l'issue de cette étape, on a déjà un
premier point de personnalisation possible, personnalisation sur la performance en particulier, sur les symptômes et les limitations fonctionnelles extracardiaques que peuvent avoir les patients. Par contre, l'étape suivante me paraît globalement pas plus importante, mais enfin certainement au moins aussi importante, qui consiste à connaître le patient dans son fonctionnement, dans sa psychologie, connaître ses craintes, son état psychique à l'heure actuelle, de l'anxiété par rapport à la maladie, à une éventuelle récidive, comment il imagine que cet accident cardiovasculaire a pu remettre en cause ou supprimer les projets auxquels il tenait jusqu'à présent, quelles sont ses croyances de santé, quelle est son expérience familiale, personnelle, ses contraintes professionnelles, ses attentes, ses goûts, les activités physiques qu'il aimait faire, celles qu'il n'aime pas. Bref, avoir un portrait robot de ce patient, et là, à l'issue de cette analyse, avoir un dialogue avec lui pour négocier les objectifs, essayer d'imposer certains qui nous paraissent importants d'un point de vue médical, imposer en tout cas le convaincre, l'amener à accepter de découvrir des activités qu'il n'aurait peut-être pas spontanément choisies, en essayant de lui expliquer le bénéfice qu'il aura à les appliquer pendant le séjour, bien sûr, mais surtout par la suite. Et donc là, déterminer le programme personnalisé qui permettra de mettre ces objectifs en action. Alors, il y a plusieurs cas de figure, j'en ai choisi quelques-uns. Le plus emblématique, c'est le sportif compétiteur qui a fait un accident cardiovasculaire, qui a été complètement revascularisé, qui n'a pas de séquelles et qui peut prétendre, et les recommandations l'y autorisent, à reprendre à un moment ou à un autre la pratique qui était laissée antérieurement avant l'accident. Le programme va donc tenir compte de cet objectif, mais il va être un petit peu aussi, entre guillemets, éducatif, essayer de lui expliquer que c'est un objectif à moyen terme, on va dire, que le séjour en réadaptation ne va pas consister à reprendre son entraînement là où il l'avait laissé avant son accident, mais retravailler de façon plus importante l'endurance fondamentale, voilà, on va pouvoir dire ça comme ça. Essayer de lui faire des activités différentes pour qu'il retrouve l'habitude de sensations, d'identifier l'essoufflement auquel il n'est pas forcément habitué dans sa pratique antérieure. Donc qu'il apprenne à sentir à nouveau la façon dont son organisme s'adapte à l'effort. Et puis avant qu'il ne s'en aille, on pourra élargir un petit peu la pratique et puis surtout envisager avec lui un programme de reprise progressive au cours de l'année à venir d'un entraînement adapté à la performance, sachant qu'on pourra normalement l'autoriser à retrouver la compétition ou l'esprit de compétition vers le 12e mois post-infarctus, enfin, c'est ce que l'on admet actuellement. On lui rappellera quand même, parce qu'il a beau être sportif aguerri, l'importance de l'échauffement, l'importance de la régularité de l'entraînement, que ne pas se limiter à une performance le week-end simplement. Rappeler les règles d'or du club des cardiologues du sport qu'on a cité hier déjà. Et puis aussi le sensibiliser au fait que les symptômes chez lui peuvent être tardifs ou atypiques et qu'il faudra savoir les identifier, car il n'est pas non plus à l'abri d'une rechute. Comme pour tous les autres patients, eh bien, on essaiera de l'amener à traiter et contrôler ces facteurs de risque. Souvent, le sportif se pense un petit peu dispensé de tout cela par sa pratique, justement. Il pense que le tabac n'a pas grand effet, que son hypertension n'existe pas et que l'alimentation n'a pas non plus d'incidence sur sa santé. On lui rappellera également l'importance des médicaments cardioprotecteurs qui sont fondamentaux vis-à-vis de la récidive. Et puis, on lui dira d'aller voir son cardiologue de temps en temps pour un suivi. Excusez-moi, j'ai pris de l'Airlus avant de venir parce que j'avais les yeux qui pleuraient. Ils pleurent toujours, mais ma bouche est sèche. C'est un peu compliqué. Alors l'autre cas qui n'est pas exceptionnel, c'est le même, mais avec une ischémie résiduelle ou une atteinte cardiaque qui fait que sa pratique antérieure, lui interdite en tout cas, devrait être limitée. Et là, ça va être l'occasion de l'amener, d'essayer de le convaincre à trouver d'autres activités qui lui conviendront. Merci beaucoup. L'amener à s'intéresser à d'autres activités, en partie le renforcement musculaire que les sportifs habituellement ne pratiquent pas beaucoup. Et essayer de trouver d'autres types, comme les circuits training, ou pour ceux qui aimaient courir, les reconvertir un peu au moins dans un premier temps vers la marche nordique, qui est une marche quand même plus dynamique, un peu plus sportive, et dans laquelle ils peuvent parfois retrouver des sensations qui répondent à leurs attentes. On insistera plus que sur les précédents, à mon avis, sur l'intérêt du cardio-fréquence-mètre, puisqu'on n'imagine pas qu'ils ne feront rien, donc ils essaieront de flirter probablement avec la performance, et leur donner des limites de fréquence pourra, en tout cas, on l'imagine, les maintenir dans une zone de relative sécurité.
Là encore, comme pour les précédents, on envisagera avec eux le retour à une activité un peu plus soutenue et on supervisera leur programme ultérieur. Un autre cas qui est plus fréquent, à mon avis, que celui que les précédents, où on doit freiner les patients, c'est celui du sédentaire de toujours, qu'il était par habitude, ou parfois qu'il est de façon revendiquée, et qu'on va essayer d'amener à devenir plus actif de façon chronique. Et là, on ne lui parlera pas de sport, la plupart du temps, ça ne lui plaît pas. On essaiera de le faire transformer sa pratique habituelle, utiliser ses activités quotidiennes comme un entraînement, donc globalement d'être plus dynamique dans tous ses déplacements, de choisir des parcours, des escaliers, enfin tout ce que la vie met sur son chemin qui peut lui permettre d'avoir une activité physique. Et là, c'est très important d'avoir des professionnels à leur contact, et c'est le rôle, on vient de le souligner, en particulier des enseignants en activité physique adaptée, qui supervisent en permanence les séances de ces patients, les accompagnent dans toutes les étapes du réentraînement et apprennent à les connaître, et puis peuvent aussi, en les connaissant mieux, amener à les faire évoluer sur des idées qu'ils avaient parfois qui étaient fausses sur certains types d'activités physiques qui ne leur plaisaient pas jusqu'à présent. Chez les patients qui sont physiquement très actifs dans leur travail, c'est souvent la force musculaire qui est utilisée et on essaiera de ne pas la perdre pendant leur séjour, notamment ceux qui ont un métier sollicitant les membres supérieurs. On essaiera de maintenir le renforcement musculaire des membres supérieurs durant le séjour pour qu'à la reprise du travail, ils ne soient pas moins performants qu'au départ. Et on essaiera aussi de les convertir à l'endurance qui manque complètement dans leur métier, sachant que souvent ces gens ne font pas d'activité en dehors, estimant qu'ils en ont fait assez comme ça au travail. Le patient débordé, celui qui ne pourra jamais s'arrêter pour faire de la réadaptation parce qu'il n'a pas le temps. Il y en a quelques-uns quand même. Ceux-là aussi, il faut essayer de les choper, de personnaliser le programme, éventuellement un programme à la carte. Ce n'est pas toujours facile vu les organisations de groupe, mais les prendre à la demi-journée quand c'est possible, ou bien leur proposer des programmes échelonnés en discontinu, leur permettre de caler un peu d'activité physique dans leur programme très chargé et négocier avec eux des petits temps qu'ils pourraient consacrer de façon pérenne à pratiquer une activité physique de leur choix. Et puis, il n'y a pas que l'entraînement physique en réadaptation, il y a tout un tas d'autres aspects à prendre en compte, mais notamment la diététique. Et là encore, c'est les diététiciennes au contact quotidien ou régulier des patients qui trouveront avec eux des petits trucs pour les amener à se convertir, ou en tout cas à changer leur comportement, même s'ils n'arriveront jamais à faire tout parfaitement. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire du tout. Et là encore, il faudra trouver des petites choses qui sont parfois, sachant que les repas c'est 3 fois par jour tous les jours, des petites modifications quotidiennes peuvent avoir un impact à long terme. Donc en conclusion, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, la personnalisation des programmes de réadaptation est fondamentale. C'est nécessaire pour obtenir ou espérer obtenir l'adhésion des patients pendant leur séjour en réadaptation, ce qui n'est pas très compliqué, mais surtout espérer qu'ultérieurement, ils maintiennent les acquis qu'ils ont pu obtenir durant ce séjour. Ça nécessite, on l'a vu, une évaluation initiale très soigneuse, l'établissement d'un partenariat aussi très franc et régulièrement questionné avec les patients, et puis surtout une formation et une capacité d'adaptation de la part des professionnels. Et pour conclure, après avoir fait un clin d'œil à Deluc qui m'a, j'espère, permis de rendre ce symposé pas trop rébarbatif, saluer l'équipe, la super équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler habituellement. Alors, ils ne sont pas tous en réadaptation, on a un beau centre, mais enfin quand même, on n'a pas tout ce monde-là. Ce sont ceux que j'ai entourés d'un petit rond. Donc, il y a 4 APA et une kiné, dont certains, je crois, sont dans la salle ou s'ils se sont réveillés en tout cas. Et donc, ce sont eux qui sont au quotidien les acteurs de cette personnalisation. Bien sûr, on a donné des préconisations au départ, mais c'est eux qui vont adapter tout ça en fonction de leur contact avec les patients, de leur observation souvent bienveillante et pertinente. Et c'est eux qui trouvent aussi des petits outils, des petits trucs qui vont permettre d'accrocher les patients. Et donc, de cela, je voudrais les remercier et les encourager à continuer au moins tant que je suis là. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour cet exposé qui était absolument tout sauf rébarbatif. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Oui. François, je vous apporte un micro peut-être. Merci. Ce n'est pas directement lié, mais je voulais quand même avoir votre avis. L'adhésion des sportifs au bêta-bloquant est quand même très compliquée dans nos pratiques. Est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner pour essayer de les convaincre? C'est quand même toujours très compliqué.
Oui, c'est compliqué pour les bêta-bloquants comme pour beaucoup de médicaments. C'est vrai que les bêta-bloquants, dès qu'ils voient la boîte, avant même d'avoir pris le médicament, ils se sentent sur les rotules. Et puis il y a toujours quelqu'un pour leur rappeler que si ça ne leur est pas encore arrivé, ça va leur arriver. C'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'on essaye d'analyser avec eux, leur demander objectivement est-ce qu'ils se sentent moins bien, parce que souvent, pour beaucoup d'entre eux, alors il y a deux aspects. Hein. Celui qui est souvent mis en avant, c'est l'activité physique, mais très souvent, ils ont peur des effets sexuels. En fait, c'est surtout ceux-là qui sont, comment dire, un peu repoussants. Non, je n'ai pas de technique particulière. En plus, je n'ai jamais l'impression la possibilité de savoir si ça marche ou pas. Quand ils sont chez nous, on leur prend le pouls, on fait un électro, donc on a à peu près une idée qu'ils prennent ou pas leur bêta-bloquant. Ultérieurement, ça devient un petit peu plus aléatoire. Il arrive parfois qu'on fasse des épreuves d'effort démaquillées, c'est pas fréquent, mais on le fait parfois. Et souvent, ils se rendent compte que c'est pas mieux. Que leur performance n'est pas meilleure. Ils ont effectivement atteint une fréquence cardiaque plus élevée, mais ils ont fait beaucoup de boîtes en plus. Ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Et donc, parfois, on arrive à les convaincre que c'est pas si mal que ça, et en leur expliquant par contre que c'est un bénéfice, pour ceux en tout cas qui nécessitent, que c'est un bénéfice fondamental, tous ceux qui ont un petit peu de lésions, d'ischémie, on leur explique qu'on ne peut pas s'en passer, que c'est la seule solution aussi pour qu'on leur signe éventuellement une licence pour continuer à faire de l'activité physique. Mais bon, j'ai pas de recette miracle. Moi, je peux ajouter quand même que par rapport à la difficulté de convaincre un patient pendant une consultation cardiologique, s'il est sportif, de prendre un bêta-bloquant, c'est vrai qu'en réadaptation, le patient il a des jours et des semaines pour voir ce qu'il est capable de faire, voir qu'il arrive à avoir des bonnes performances physiques avec le bêta-bloquant. Nous, on a le temps de lui expliquer l'impact sur son rendement à l'effort et le fait, on a le temps de démonter aussi les fausses croyances sur les bêta-bloquants. Donc finalement, la réadaptation, c'est quand même un moment qui va permettre au patient à la fois de se familiariser avec son traitement, souvent de découvrir qu'il est capable de faire beaucoup de choses alors qu'il était assez souvent convaincu qu'il était condamné à plus bouger, surtout le sportif. Et donc voilà, le fait de pratiquer tous les jours l'exercice physique, de faire son épreuve d'effort avec sa mesure de VO2 à l'entrée, à la sortie, et de voir que finalement ça se passe plutôt bien, je pense que c'est vraiment une aide pour améliorer la compliance au traitement. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à aborder juste le temps d'une consultation, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette belle présentation.